Enfin, ma mère me disait « Voyons, ne reste pas ici indéfiniment. Monte dans ta chambre si tu as trop chaud dehors. Mais va d'abord prendre l'air un instant pour ne pas lire en sortant de table. » J'allais m'asseoir près de la pompe et de son auge, souvent ornée comme un fond gothique, d'une salamandre qui sculptait sur la pierre fruste le relief mobile de son corps allégorique et fuselé, sur le banc sans dossier ombragé d'un lilas, dans ce petit coin du jardin qui s'ouvrait par une porte de service sur la rue du Saint-Esprit, et de la terre peu soignée duquel s'élevait par 2 degrés, en saillie de la maison et comme une construction indépendante, l'arrière-cuisine. On apercevait son dallage rouge et luisant comme du porphyre. Elle avait moins l'air de l'antre de Françoise que d'un petit temple de Vénus. Elle regorgeait des offrandes du crémier, du fruitier, de la marchande de légumes, venus parfois de hameaux assez lointains pour lui dédier les prémices de leurs champs. Et son faîte était toujours couronné du roucoulement d'une colombe. Autrefois, je ne m'attardais pas dans le bois consacré qui l'entourait, car avant de monter lire, j'entrais dans le petit cabinet de repos que mon oncle Adolphe, un frère de mon grand-père ancien militaire qui avait pris sa retraite comme commandant, occupait au rez-de-chaussée, et qui, même quand les fenêtres ouvertes laissaient entrer la chaleur, sinon les rayons du soleil qui atteignaient rarement jusque-là, dégageait inépuisablement cette odeur obscure et fraîche, à la fois forestière et ancien régime, qui fait rêver longuement les narines quand on pénètre dans certains pavillons de chasse abandonnés. Mais depuis nombre d'années, je n'entrais plus dans le cabinet de mon oncle Adolphe, ce dernier ne venant plus à Combray, à cause d'une brouille qui était survenue entre lui et ma famille par ma faute, dans les circonstances suivantes. 1 ou 2 fois par mois, à Paris, on m'envoyait lui faire une visite, comme il finissait de déjeuner, en simple vareuse, servie par son domestique en veste de travail de coutil rayée violet et blanc. Il se plaignait en ronchonnant que je n'étais pas venue depuis longtemps, qu'on l'abandonnait. Il m'offrait un massepain ou une mandarine. Nous traversions un salon dans lequel on ne s'arrêtait jamais, où on ne faisait jamais de feu, dont les murs étaient ornés de moulures dorées, les plafonds peints d'un bleu qui prétendait imiter le ciel, et les meubles capitonnés en satin comme chez mes grands-parents, mais jaunes. Puis nous passions dans ce qu'il appelait son cabinet de travail, au mur duquel étaient accrochées de ces gravures représentant sur fond noir une déesse charnue et rose, conduisant un char, montée sur un globe ou une étoile au front. Qu'on aimait sous le Second Empire parce qu'on en trouvait un air pompéien, puis qu'on détesta, et qu'on recommence à aimer pour une seule et même raison, malgré les autres qu'on donne, et qui est qu'elles ont l'air Second Empire. Et je restais avec mon oncle jusqu'à ce que son valet de chambre vînt lui demander, de la part du cocher, pour quelle heure celui-ci devait atteler. Mon oncle se plongeait alors dans une méditation qu'aurait craint de troubler d'un seul mouvement son valet de chambre émerveillé, et dont il attendait avec curiosité le résultat, toujours identique. Enfin, après une hésitation suprême, mon oncle prononçait infailliblement ces mots. 2h15, que le valet de chambre répétait avec étonnement mais sans discuter. 2h15, bien, je vais le dire. À cette époque, j'avais l'amour du théâtre, amour platonique, car mes parents ne m'avaient encore jamais permis d'y aller, et je me représentais d'une façon si peu exacte les plaisirs qu'on y goûtait, que je n'étais pas éloignée de croire que chaque spectateur regardait comme dans un stéréoscope un décor qui n'était que pour lui, quoique semblable aux milliers d'autres que regardaient, chacun pour soi, le reste des spectateurs. Tous les matins, je courais jusqu'à la colonne Maurice pour voir les spectacles qu'elle annonçait. Rien n'était plus désintéressé et plus heureux que les rêves offerts à mon imagination par chaque pièce annoncée, et qui étaient conditionnés à la fois par les images inséparables des mots qui en composaient le titre, et aussi de la couleur des affiches encore humides et boursouflées de colle sur lesquelles ils se détachaient. Si ce n'est une de ces œuvres étranges comme le Testament de César Giraudeau et Oedipe Roi, lesquelles s'inscrivaient non sur l'affiche verte de l'opéra comique, mais sur l'affiche lit de vin de la Comédie Française, rien ne me paraissait plus différent de l'aigrette étincelante et blanche des diamants de la couronne que le satin lisse et mystérieux du domino noir. Et, mes parents m'ayant dit que quand j'irais pour la première fois au théâtre, j'aurais à choisir entre ces 2 pièces, cherchant à approfondir successivement le titre de l'une et le titre de l'autre, puisque c'était tout ce que je connaissais d'elle, pour tâcher de saisir en chacun le plaisir qu'il me promettait et de le comparer à celui que recelait l'autre, j'arrivais à me représenter avec tant de force, d'une part,
une pièce éblouissante et fière, de l'autre, une pièce douce et veloutée, que j'étais aussi incapable de décider laquelle aurait ma préférence que si, pour le dessert, on m'avait donné à opter entre du riz à l'impératrice et de la crème au chocolat. Toutes mes conversations avec mes camarades portaient sur ces acteurs dont l'art, bien qu'il me fût encore inconnu, était la première forme entre toutes celles qu'ils revêt, sous laquelle se laissait pressentir par moi l'art. Entre la manière que l'un ou l'autre avait de débiter, de nuancer une tirade, les différences les plus minimes me semblaient avoir une importance incalculable. Et, d'après ce que l'on m'avait dit d'eux, je les classais par ordre de talent, dans des listes que je me récitais toute la journée, et qui avaient fini par durcir dans mon cerveau et par le gêner de leur inamovibilité. Plus tard, quand je fus au collège, chaque fois que pendant les classes je correspondais, aussitôt que le professeur avait la tête tournée, avec un nouvel ami, ma première question était toujours pour lui demander s'il était déjà allé au théâtre et s'il trouvait que le plus grand acteur était bien Got, le second Delaunay, etc. Et si, à son avis, Phèdre ne venait qu'après Thiron ou Delaunay qu'après Coquelin. La soudaine motilité que Coquelin, perdant la rigidité de la pierre contractée dans mon esprit pour y passer au deuxième rang, et l'agilité miraculeuse, la féconde animation dont se voyait doué Delaunay pour reculer au quatrième, rendaient la sensation du fleurissement de la vie à mon cerveau assoupli et fertilisé. Mais si les acteurs me préoccupaient ainsi, si la vue de Mauban sortant un après-midi du théâtre français m'avait causé le saisissement et les souffrances de l'amour, combien le nom d'une étoile flamboyant à la porte d'un théâtre, combien, à la glace d'un coupé qui passait dans la rue avec ses chevaux fleuris de roses au frontail, la vue du visage d'une femme que je pensais être peut-être une actrice, laissait en moi un trouble plus prolongé, un effort impuissant et douloureux pour me représenter sa vie. Je classais par ordre de talent les plus illustres. Sarah Bernard, Laberma, Barthé, Madeleine Brohan, Jeanne Samary, mais toutes m'intéressaient. Or, mon oncle en connaissait beaucoup, et aussi des cocottes que je ne distinguais pas nettement des actrices. Il les recevait chez lui. Et si nous n'allions le voir qu'à certains jours, c'est que les autres jours venaient des femmes avec lesquelles sa famille n'aurait pas pu se rencontrer, du moins à son avis à elle, car pour mon oncle, au contraire, sa trop grande facilité à faire à de jolies veuves qui n'avaient peut-être jamais été mariées, à des comtesses de noms ronflants qui n'étaient sans doute qu'un nom de guerre, la politesse de les présenter à ma grand-mère, ou même à leur donner des bijoux de famille, l'avait déjà brouillé plus d'une fois avec mon grand-père. Souvent, à un nom d'actrice qui venait dans la conversation, j'entendais mon père dire à ma mère en souriant « Une amie de ton oncle ». Et je pensais que le stage que peut-être pendant des années des hommes importants faisaient inutilement à la porte de telles femmes qui ne répondaient pas à leurs lettres et les faisaient chasser par le concierge de son hôtel, mon oncle aurait pu en dispenser un gamin comme moi, en le présentant chez lui à l'actrice inapprochable à tant d'autres, qui était pour lui une intime amie.